À un moment, je me dis, enfin là, si tu rentres pas, c'est mort. Sans trop savoir ce que c'était, je me retrouve en prépa. Dire aux élèves que la prépa ça existe, c'est à la portée de n'importe quel prof. Je me suis dit, en fait, je suis pas non plus si loin des autres. Si on les a recrutés, c'est parce qu'on pense qu'ils vont réussir. J'ai toujours été conscient qu'il y avait quand même un certain décalage. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais pas la doudoune Pyrénex. Les plateformes pour trouver des stages en école, elles servent à rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Grosse remise en question. Et elle me dit, non, ça va pas être possible. Et là, les grilles se referment. Et là, je me dis, c'est terminé. Sacha, bienvenue dans La Serre, notre podcast dans lequel on essaie de planter les graines de la réussite. Donc ton profil est un peu différent de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, tu vas nous en parler. On a trouvé ton profil sur LinkedIn après quelques posts hyper intéressants et vachement reliés à ce qu'on disait, et on pourra en parler tout à l'heure. Mais rapidement, est-ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, voilà. Yes. Alors du coup, moi j'ai fait tout mon parcours scolaire globalement jusqu'au bac en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne, dans le 94. Donc par rapport à d'autres invités que vous avez eu avant, pour le coup moi je suis très banlieue parisienne, quand même centré Paris. Même si les vrais Parisiens te diraient que c'est pas vraiment Paris, mais bon. Mais ça reste banlieue parisienne. C'est la province pour les autres. Ouais, c'est la province, exactement. Donc du coup, je fais toute ma première partie de cursus dans un collège-lycée privé. Ensuite, je postule un peu par hasard à la fin à une classe préparatoire ECE. Au départ, je voulais me diriger vers le cinéma parce que j'étais très cinéphile. Et donc je m'étais dit, bon, pourquoi pas faire une école de cinéma, etc. Mais en fait, les débouchés, ça me paraissait un peu flou et un peu, tu vois, comme une pièce en l'air. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être, au dernier moment, il y a quelqu'un qui me dit, tu ferais pas une prépa? Je me suis dit, pourquoi pas? Sans trop savoir ce que c'était, je me retrouve en prépa, d'une manière un peu lunaire, mais on pourra peut-être en reparler. Franchement, 2 super années. Et j'ai la chance ensuite d'intégrer le SCP. Je fais mes quelques années à l'ESCP. Finalement, les médias, en fait, je peux me diriger vers le cinéma grâce à des expériences en médias, chez Canal+, dans une société de production aussi. Ça me plaît pas tellement. Et du coup, je rebifurque ensuite grâce à un master spécialisé à l'Institut français de la mode vers le luxe. Et aujourd'hui, je travaille en conseil, notamment sur des missions luxe, mais pas que. Trop cool. Voilà, parcours dans les grandes lignes. Ouais, voilà, non mais c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Il y a plein de trucs intéressants dans ce que tu as dit. Donc déjà, tu viens de banlieue parisienne et pas... Enfin, il nous fallait ce profil aussi pour qu'on en parle, parce que c'est aussi... ça fait partie des gens qui nous regardent et qui ont besoin de se projeter. Une deuxième chose intéressante, c'est que tu as dit que tu étais allé en prépa un peu par hasard. Donc ça aussi, on va y revenir. Parce qu'il y en a, par exemple moi, où on m'avait parlé de la prépa dès la fin du collège, et je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse si je voulais faire de bonnes études et tout. Mais apparemment, c'était pas ton cas. Ensuite, le SCP, trop bien. Ensuite, des milieux que les gens recherchent pas forcément, parce que d'habitude, c'est vraiment direct finance ou... D'ailleurs, dans le documentaire HEC admis sans les codes, on a l'impression que tous les gens d'HEC veulent aller en finance ou en conseil en strat. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. On l'a vu avec Irina la dernière fois, qui elle travaille dans le luxe et dans la mode. Mais qui voulait faire d'abord dans le M&A alors qu'elle savait pas ce que c'était. Voilà, mais parce qu'elle voulait rembourser son prêt. Donc oui, c'est en partie vrai, mais pas complètement. Donc voilà, plein de choses intéressantes, mais commençons par le commencement. Donc le lycée, tu le fais dans un lycée-collège privé, c'est ça? Ma mère, en fait, au moment, en sortant de primaire, donc là on remonte vraiment loin, mais en sortant de primaire, au départ, ma mère voulait me mettre dans le public, et finalement, il y a une mère d'un de mes potes qui lui dit non, en fait, tu ferais mieux de le mettre dans le privé quand même. Il y avait un très bon collège privé à Nogent-sur-Marne. Et du coup, ma mère va faire cet effort financier quand même de mettre dès l'entrée au collège dans le privé. Et moi, ça va me permettre très rapidement, je pense, en tout cas, moi, c'est a posteriori, c'est ce que je pense, d'acquérir vachement de codes qui vont me permettre de pas forcément, disons que la transition se fasse doucement et que je me rende pas compte aussi du gap, tu vois. Est-ce que j'aurais fait une prépa si j'avais fait un collège public, le collège public du Perreux-sur-Marne? Je sais pas du tout. Mais peut-être que ça, en tout cas, j'aurais eu moins l'information. Voilà. En gros, le fait d'être dans un collège privé,
Est-ce que tu penses que c'était vraiment... Enfin, qu'est-ce que ça a apporté en plus par rapport à un collège public? C'est ça, selon toi? C'est vraiment l'information un peu... Ouais, l'information et aussi tout le capital culturel que tu vas pouvoir engranger aussi en étant en contact souvent, on va pas se le cacher, mais dans les écoles privées, tu as quand même des classes moyennes supérieures qui sont dans les collèges privés. Et donc, du coup, je vais pouvoir, je pense très inconsciemment, mais un peu saisir l'école, la façon de parler, la façon d'agir qui va ensuite pouvoir aussi facilement se calquer en école de commerce, par exemple, ou lors d'entretiens, etc. Ouais, ok. Ouais, ce qui est dommage parce que en soi, dire aux élèves que la prépa ça existe, c'est à la portée de n'importe quel prof, y compris dans les collèges publics ou lycées publics. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup moins le cas, comme si les profs en lycée public, soit ils n'avaient pas la connaissance que ça existe, soit ou comme s'ils voulaient pas le dire parce qu'ils pensent que leurs élèves feraient pas le poids, alors qu'on l'a vu, il y a plein d'élèves brillants dans le public et qui mériteraient tout à fait de rentrer en prépa. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'avais fait aussi un lycée privé, et c'est vrai qu'en fait t'es dans un moule où un petit peu tu récupères les codes. Pour école d'ingé, moi ça n'a pas été, je pense, un gros poids, mais peut-être que pour école de commerce ça allait plus, je sais pas, in fine. Bah, après, tu parlais du documentaire HEC sans les codes, et les mecs qui sont à l'ESCP, ils disent bien, ouais, même nous on est arrivé à l'ESCP, mais on voit bien qu'on n'a pas vraiment les codes, comme si tu avais un espèce de mur invisible, tu vois, même au sein de l'ESCP, même quand tu arrives en entretien, etc. Et je pense que vraiment, tu as quand même une différence culturelle que tu dois un peu combler au fur et à mesure, pour en tout cas peut-être pas se prendre j'allais dire le mur du marathon, mais c'est pas ça, mais tu vois, se prendre parfois, il y en a qui décrochent de prépa parce qu'ils se disent, ah en fait l'écart il est trop grand, tu vois. Je me sens pas à ma place parce que je sens qu'en fait il y en a, ils ont pensé la stratégie depuis leur naissance. J'abuse, hein, mais tu vois. Mais on entend souvent ça. Mais du coup, je pense qu'il faut que... Enfin, moi, j'ai l'impression que l'écart s'est un peu réduit au fur et à mesure, et du coup, que j'ai pas eu ce choc-là quand je suis arrivé en prépa, grâce aussi à ça. Ok. Et du coup, donc, t'arrives en prépa par hasard, parce qu'un prof te le conseille? Parce que, en fait, j'ai réfléchi à ça récemment, j'ai plus trop de souvenirs, je crois qu'en fait, j'ai un ou deux potes qui se chauffent aussi un peu sur le tard. C'était pas non plus on n'a pas envoyé non plus toute la classe en prépa. Mais je pense qu'à un moment j'ai eu écho de ça et je me suis dit non, finalement l'école de cinéma ça me paraît trop risqué, peut-être que je vais essayer de passer par une école de commerce et rejoindre le cinéma par cette voie-là. J'avais un peu l'impression que ça me permettait en continuant à travailler de manière un peu régulière avec les mêmes méthodes qu'au lycée, que c'était un peu assuré, tu vois, un parcours un peu assuré. Avec du recul, je me dis qu'en fait c'est un peu un saut dans le vide la prépa, mais même si t'as quand même... sûr, c'est safe quoi. Ouais, c'est quand même safe parce que tu te dis bon, c'est pas comme une école de cinéma, tu vois, si tu veux faire la top école du genre la Fémis, bah t'as 3% de chance de rentrer, je crois, dans ces eaux-là, et tu l'as ou tu l'as pas, et après t'as pas de filet de sécurité. Alors que la prépa, j'avais l'impression que voilà, t'étais à peu près sûr d'avoir une école. Si tu travaillais assez... je crois que t'es sûr d'avoir une école in fine. Oui, voilà. Après, est-ce qu'elle sera bonne ou pas? Pas forcément, mais t'es sûr au moins de faire un truc à la fin. Quoi. Exactement. Ouais, c'est pour ça que la prépa, c'est rassurant aussi. Et comme tu dis, c'est la continuité du lycée, mais juste en plus dur. Donc t'es dans une classe avec des profs qui te dictent le cours, tout ça. T'es pas en amphi à la fac avec 300 élèves dans l'amphi et un grand PowerPoint. Et du jour au lendemain, tu dois plus juste... écrire ce qu'on t'a dicté, mais tu dois prendre des notes. Rien que ça, déjà, c'est un énorme gap que moi, j'ai même pas réussi à prendre en école, tu vois. Donc, quand je suis arrivé en école et qu'il y avait des amphis, je suis juste arrêté d'aller aux amphis. mais ouais, du coup, la prépa, t'en entends parler, tu postules, tu chopes une prépa, laquelle, d'ailleurs? Donc, moi, j'ai fait ma prépa à Saint-Michel de Picpus, dans le 12e. Et donc, je postule, je le mets au dernier moment. Et je pense qu'aussi, j'avais compris que c'était quelque chose de prestigieux. Et tu vois, ça me motivait. Je me suis dit, ok, si j'ai une voie peut-être à suivre qui va me permettre de monter en gamme en termes de classe sociale, même si voilà, je venais pas d'une classe sociale non plus si basse que ça,
me considère comme classe moyenne, mais je m'étais dit, la prépa, tu vois, t'as ce truc élitiste qui peut te permettre de faire de l'argent. Oui, non, mais oui. Non, mais tu vois, et qui se Un peu dirige ce vers qu'on des dit. métiers quand même à plus forte valeur en termes de salaire que tu vas recevoir, en moyenne en tout cas. Oui. Je me suis dit, bon, c'est plutôt safe pour mon avenir. Et du coup, je passe par APB à l'ancienne. À l'ancienne. Donc, je mets quelques prépas. Et je suis accepté à l'issue des 3 tours à Marcelin-Berthelot, qui est une prépa à Saint-Maur. Moi, pour plein de raisons, c'était une prépa que j'avais mis, mais c'était pas forcément ma prépa coup de cœur. C'était loin. Mon meilleur pote, lui, intégrait Saint-Michel-de-Picpus, et du coup, moi, j'avais un peu les boules. Et donc, du coup, je suis quand même sur liste d'attente à Saint-Michel-de-Picpus. Et jusqu'à, je crois que c'était mi-juillet qu'il fallait vraiment valider son choix sur APB. Jusqu'à là, j'ai pas de réponse de Saint-Michel-de-Picpus, donc aux dernières nouvelles, je dois accepter Marcelin-Berthelot. Finalement, au dernier moment, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, quelque chose comme ça, peut-être la veille, je décide de mettre un costard, d'aller devant la classe préparatoire et de me dire, bon, je sais même pas ce que j'attendais, parce que si tu veux, il y a aucun plan là-dedans. T'arrives, il est mi-juillet, c'est fermé, Surtout, t'as 18 ans, non, mais tu mets un costard, c'est lunaire. Il fait 35 degrés, t'en peux déjà plus. Donc j'arrive devant, et vraiment, vraiment ce à quoi je m'attendais, grille fermée. Genre vraiment aucun espoir, tu sais. Genre, vraiment... Non, mais c'est ça. Genre, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Et donc j'attends un peu, je sais pas, je me dis, vas-y, je vais attendre, on sait jamais. Peut-être un signe du ciel qui va me tomber dessus. Et en fait, il y en aura un, c'est-à-dire qu'il y a un camion de livraison qui va venir, et donc la grille va s'ouvrir. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? J'avais bien été éduqué, donc au début, je me dis, en vrai, je vais pas rentrer, ça se fait pas, tu vois. Et à un moment, je me dis, en fait, là, si tu rentres pas, ça se trouve, c'est mort, tu vois. C'est la seule chance de ta vie. Donc je rentre et je me retrouve dans l'établissement, mais genre vide, tu vois. C'est-à-dire que moi, je sais pas où c'est, je sais pas où est la prépa. Ils font collège-lycée en plus, donc je sais pas du tout quel étage c'est. Et je commence à errer dans les couloirs avec ma mallette en costume. Non, mais c'est ça. Je me dis, à tout le monde, je vais me faire taser par mais n'importe quoi. Et du coup, finalement, à un moment, je dois arriver au bon étage, et je croise ce qui s'avérera plus tard être du coup la secrétaire des classes préparatoires. Coup de chance un peu monumental, quoi. Coup de chance monumental, et me dit, elle commence à m'engueuler, qu'est-ce que vous faites là, etc. Moi, je fais un peu l'idiot du village. Moi, je sais pas, j'ai vu une porte ouverte. Tu vois, je suis rentré, je cherche à voir le directeur des classes préparatoires pour lui montrer mon dossier. Et elle me dit, non, ça va pas être possible. Et là, elle me redescend devant l'entrée. Griffe. Et là, les grilles se referment. Et là, je me dis, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Il y a plus moyen. Donc là, j'avoue, là, j'étais abattu pour le coup. Il y a 2 heures avant, j'étais en mode, ok, énergie au max. Là, j'étais abattu. Donc, je me mets un peu contre le muret en face de la prépa. Et donc, je vais pour appeler ma mère et lui dire, bon, j'ai essayé, ça c'est pas passé. Et pendant que ça sonne, en fait, il y a une élève il s'avère être une élève, mais une fille que je vois arriver devant la grille, qui commence à regarder la grille. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un nouveau personnage qui rentre, qui va encore me permettre de rentrer. Donc je raccroche, et je demande à cette fille ce qu'elle fait là. Et en fait, elle avait rendez-vous avec le directeur des classes préparatoires pour QB à Saint-Michel. Et donc tu dis, c'est ma porte ouverte vers le directeur. Là, je me dis, c'est n'importe quoi. Et je me dis, est-ce que je peux attendre avec toi 10 minutes? Et j'essaie de préparer le pitch le plus court possible pour qu'il me donne un rendez-vous, tu vois. Et donc, il descend. Là, je le vois apparaître comme le Messie, parce que ça faisait 1 mois que j'essayais de le contacter. Et en 2 secondes, je lui pitch ma situation. Il me dit, ok, remonte avec moi, et on fera un rendez-vous après son rendez-vous à elle. Et donc, je me retrouve cette fois-ci légalement dans l'établissement. J'attends dans une salle, je parlais avec mon meilleur pote en parallèle, et je lui avais dit c'est mort, en fait c'est bon, en fait c'est mort, en fait c'est bon. Il était comme un fou. Et du coup j'ai ce rendez-vous, et finalement donc le directeur va un peu trancher, en 5 minutes ça va être fait, il va me donner le bulletin d'inscription, et il va me dire, le dossier d'inscription, il va me dire ok, en vrai je crois en toi quand même, et bienvenue à Saint-Michel. Et du coup je sors et j'ai mon dossier d'inscription à la main. Et là c'est un truc de fou. Enfin franchement, et même encore tu vois des années plus tard, c'est un tournant pour moi. Non mais c'est génial comme histoire. Ouais, c'est un truc de fou, franchement. C'est génial. Énorme. Mais du coup ça annonçait bien
ta persistance, quoi, ta persévérance. Ouais. Caractéristique à voir en prépa quand même, parce que quand tu te prends des murs, genre littéralement comme tu l'as fait toi, ou des grilles fermées, bah, t'es obligé de réessayer après. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a cru en toi, il s'est dit, putain, le mec il a eu 2 fois la grille fermée et il a quand même essayé. C'est possible, c'est possible. En plus, j'avais eu seulement de mention bien au bac, donc je pense qu'il s'est dit vraiment, lui, j'espère vraiment qu'il va pas me claquer dans les mains. Mais je pense qu'en fait, tu vois, il avait vu effectivement la ténacité. Et moi, en fait, ça m'avait quand même donné un supplément d'âme, tu vois, dès le début de la prépa. Ouais. Aussi pour me dire. Ouais, faut que je d'aide ça. Ouais, tu vois, on m'a donné ma chance. Ouais, chaque jour où tu te reposes un peu sur tes acquis, tu dis oula. Ouais. Un peu ça. Donc 2 années top. 2 années top où paradoxalement, tu vois, on parlait de l'accès à l'information, mais là, le fait de pas forcément savoir vraiment ce que c'était la prépa, Ouais. je pense que ça a été un avantage parce qu'en fait, j'avais pas forcément la difficulté en tête, tu vois. Je savais que c'était un truc un peu dur, qu'il fallait travailler, qu'il fallait faire confiance aux profs, etc. Mais je savais pas, moi, quand je suis arrivé, je savais même pas ce que c'était le ECP. Je connaissais vaguement HEC et l'ESSEC et c'est tout. Et donc je me suis dit, bon, bah voilà, chaque jour, tu suis un peu les conseils qu'on te donne, tu travailles, etc. Tu rentres dans la routine et tu te mets une discipline comme ça. J'avais quand même fait un stage de pré-rentrée. Grosse erreur, enfin moi je trouve que le stage de pré-rentrée, moi ça m'avait surtout fait peur plus qu'autre chose en fait. Et en fait ça m'avait un peu angoissé à la fin, parce que en fait le prof de maths avait voulu synthétiser tout le programme en une semaine pour tout nous expliquer en amont. Et je m'étais dit, wow, si c'est ça le vrai rythme de la prépa, c'est pas possible. Et donc finalement je m'étais un peu calmé et en fait la prépa s'est très bien passée par la suite. Attends, t'as dit plein de trucs intéressants là. Alors que je les liste. Déjà, tu savais pas à quoi t'attendre en prépa. Ça, c'est le cas pour beaucoup de gens qui vont en prépa et ça peut paraître lunaire pour les gens qui n'ont pas fait prépa, mais la plupart des élèves se jettent dans 2 ans de travail d'arrache-pied sans savoir à quoi s'attendre exactement en fait. Sans savoir non plus les écoles dans lesquelles tu vas finir. Genre, tu sais que tu vises une école ou pas, tu sais juste que tu vas avoir des bons métiers ou des bonnes études, mais tu sais même pas du tout en fait ce que tu fais après. En fait, c'est vraiment genre, on nous dit que la prépa c'est bien, et après on n'en sait pas plus quoi. D'où l'intérêt de notre chaîne avec Strauss de en fait juste parler de la prépa, parce que il y a soit les gens qui connaissent pas et que ça intrigue, soit les gens qui y vont et qui savent même pas à quoi s'attendre. Bref. Ensuite, t'as aussi dit que tu travaillais, tu écoutais tous les jours les conseils et juste tu fais sans réfléchir. Et je pense que t'as raison, c'est une force de pas trop savoir non plus la difficulté à l'avance, parce que si tu la sais à l'avance, c'est possible que tu abandonnes avant même d'avoir commencé quoi. Donc vaut mieux découvrir les murs au fur et à mesure. T'as une certaine naïveté qui est quand même plutôt positive en fait. Ouais. Et une dernière chose qui est les stages de pré-rentrée, je suis d'accord, ça sert à rien. Nous on conseille avant la prépa, on avait fait un livre là-dessus, enfin un booklet de méthodologie où ce qu'on conseille de faire avant de rentrer en prépa, c'est de prendre des vacances. De se reposer. C'est un très bon conseil. Et il y a un seul truc qu'on recommande de travailler en maths, c'est vraiment genre les bases de la rédaction. Donc les signes, équivalence, implication, enfin voilà, tout ça, parce que ça on va beaucoup l'utiliser, ça va être la base de tout, et si tu comprends pas bien ce que c'est, et ça se révise en une semaine, tu vois, ça, sans que ça soit intense. Des anecdotes en prépa, enfin des trucs en particulier dont tu veux parler? Bah en fait au niveau de la préparation, des écrits, etc. Ah si, une anecdote marrante, mais du coup j'ai eu mention bien. J'arrêtais pas de dire à ma mère par exemple, tu sais les parents quand ils disent la philo, ouais mais la philo c'est aléatoire, etc. Tu leur dis oui t'as raison, etc. J'ai eu 15 toute l'année en terminale, je me suis tapé le 5 au bac. Ça m'a démonté ma moyenne, et du coup ma première note en culture générale je crois que c'est un 11. Et du coup j'étais en mode c'est la prépa easy, tu sais. Hyper confiant le mec. Première note en maths? Non, première note en maths, je vais pas la dire. si ça non, je crois que ça allait, c'était pas en plus si dégueu. J'ai eu de la chance, et je pense que c'est aussi important quand tu commences fort en prépa. En fait j'ai commencé dans le premier tiers, tu vois. Et je me suis dit en fait je suis pas non plus si loin des autres. Et ça m'a aussi vachement donné la confiance et l'énergie au fur et à mesure. Et après, sinon, les anecdotes, je pense que c'est surtout au moment des oraux. Là, je me suis dit, ok, il y a vraiment des gens, notamment quand j'ai fait les oraux d'HEC, il y a le fameux, bon, c'est souvent l'anecdote qu'on raconte, mais tu as les quarts, des grosses prépas, vraiment des grosses prépas qui débarquent. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y en a vraiment, t'as l'impression que c'est leur jardin, quoi. Et moi, je m'attendais qu'à moitié à être admissible à HEC. Et j'avais une semaine, j'étais dans l'essai
grâce ou à cause à mon nom de famille. Et donc, première session en une semaine de préparation. Et je me suis dit, bon, c'est que du bonus. Mais surtout, je me suis dit, ouais, je suis pas assez préparé vraiment au couteau comme, comme ceux qui peuvent être préparés dans des grosses prépas, je pense. Ouais. Mais par contre, c'était une expérience super. Ouais. Et j'ai eu la chance d'être admis partout et ensuite de réussir mes euros à l'ESCP. À l'ESCP, ouais. Mais du coup, comme quoi, finalement, je trouve que tu peux, avec de la discipline, avec un peu de naïveté positive, mais aussi en s'appuyant sur les bons conseils, tu vois, notamment des professeurs et d'autres personnes qui vont pouvoir aussi graviter et donner des conseils. Il faut savoir aussi les choisir parce qu'on connaît, il y a plein de personnes qui te donnent des conseils par-ci, par-là. Ça peut être les parents, parfois qui ne donnent pas des bons conseils. Les amis, parfois qui donnent on va en parler, ça, après. Ouais, on peut en parler. Les amis qui parfois donnent des conseils aléatoires, tu as l'impression qu'il a trouvé la méthode et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, il faut savoir aussi se canaliser. Mais tu vois, moi, je fais du mentorat d'élèves de prépa. Et un conseil que je donne souvent, c'est parce que parfois on me dit ouais, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver, etc. Et je leur dis mais dire ça, en fait, pour moi, c'est limite prétentieux. Parce qu'en fait, si tu as été accepté en prépa, ça veut dire qu'en fait, les gens ont mis un tampon, des gens qui sont sachants, donc des professeurs, des directeurs, ont mis un tampon sur le fait que tu pouvais y arriver. Et toi, en disant je vais pas y arriver, tu t'exprimes le fait que, en fait, globalement, ils se sont trompés en te faisant confiance. Et toi, tu sais mieux que les autres que tu vas pas y arriver. Alors qu'en fait... Ok, c'est une manière de voir. Tu vois, les directeurs, les professeurs qui ont, je sais pas, des années, des dizaines d'années d'expérience, ils en ont vu des gens, tu vois. Et s'ils pensent que tu peux y arriver, c'est que c'est hyper banal ta situation et que juste la montée en compétence va se faire progressivement et qu'il faut juste faire confiance, tu vois, se faire confiance à soi-même et aux professeurs. En fait. Ah, il y a ça. Alors, moi, je donne des cours là, dans une prépa aussi, des cours de méthodo et tout, et j'essaie d'accompagner les élèves. Et il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... mais de toute façon on est nul, on va pas y arriver, tout ça. Donc déjà je leur rappelle que si on leur a fait confiance, vu que notre but c'est de pas les virer et d'avoir des bonnes stats, hein, si on les a recrutés, c'est parce qu'on pense qu'ils vont réussir, enfin on pense qu'ils ont les armes pour réussir. Après il faut qu'ils se mettent au taf. Et après moi ce que j'aime pas aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui font ça pour justifier un potentiel échec. C'est-à-dire moi typiquement quand j'avais quand je savais pas trop quelle note j'allais avoir, par exemple à un DS de maths, j'aimais bien dire à tout le monde je l'ai foiré. Comme ça, si je l'ai foiré, je l'ai dit. Si je l'ai réussi, c'est banger, tu vois. Et sauf qu'il y en a qui utilisent cette méthode pour leur vie et du coup qui vraiment disent à tout le monde non mais je suis pas assez bon, ou qui s'auto-sabotent, ou qui vont faire exprès de sortir un samedi soir jusqu'à pas d'heure pour dire ouais non mais là j'ai merdé, c'est pour ça que j'ai raté mon DS du lundi matin et tout. Non, enfin genre juste on vous a fait confiance, continuez, et comme tu dis en fait c'est vraiment se faire confiance et tous les jours passer à autre chose. Enfin faut pas trop réfléchir à après, enfin non, à avant, et il faut juste se dire ok comment je fais mieux demain quoi. C'est un peu la mentalité Kaizen, mentalité TikTok, voilà, mais en vrai c'est un conseil de base qui est essentiel. Oui, grave. C'est un type, c'est un peu mental qui est très facile à mettre en œuvre quand tu as des gros projets de grosse envergure comme ça, même plus tard dans la vie. Je trouve que pour se libérer un peu de la pression, c'est juste de se mettre des objectifs à court terme, quotidien, hebdomadaire. Et tu vois, et la progression, même là, je le vois dans le travail que je fais, ce qui va être surtout important de regarder, c'est pas en fait tes notes à un instant T. Évidemment, quand tu arrives à l'approche des concours, c'est important parce que ça va être un signal où est-ce que tu en es. Mais c'est surtout... c'est ta progression, tu vois, c'est vraiment... Et même les notes, nous on avance, enfin c'est dur à entendre pour les élèves, mais on dit que les notes, on s'en bat les couilles. Parce que les notes en prépa, elles servent à rien, le dossier en prépa, on s'en fout. À la limite au lycée et tout, je comprends, mais en prépa, ta note, c'est juste une occasion de t'évaluer. C'est vraiment te dire, ok, en fait, trop cool, il y a un mec avec beaucoup d'expérience, un prof, qui va prendre le temps de corriger mon travail. Et donc c'est juste une occasion de t'évaluer. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de ta fatigue, de ton mood, de la semaine, du chapitre que tu viens de réviser, de plein de trucs. Donc faut pas se dire que cette note c'est toi, c'est juste ton évaluation à un instant donné, et si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, bah juste tu sais que ce chapitre là tu devras le revoir à un moment. Et tu sais à quel point, genre. Et puis ce qui est important aussi, c'est la réaction face à une note, tu vois, c'est à la fois mental et à la fois ok, très concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour que derrière, ça soit pertinent, comment est-ce que je vais pouvoir capitaliser sur ces erreurs pour progresser.
Et ça, c'est hyper important. Souvent, je trouve que c'est ce qui va faire la différence entre des excellents élèves de prépa et des élèves qui vont se perdre en prépa. Ouais. C'est parce qu'en fait, ils vont se décourager, ils vont se dire, ah putain, en fait, j'étais un excellent élève avant, maintenant je me retrouve à enchaîner les 5, je suis démotivé. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Ouais. Ouais. Tu regardes la note et tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette copie et qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois. Ouais. Et je sais que c'est facile à dire là, mais moi aussi, je me rappelle quand je me prenais un 4 pendant 2 heures, j'étais T'es au fond, non mais tu vois. Ouais. Voilà. Et t'as raison quand tu dis aussi que la prépa, mentalement, pour bien y arriver, faut pas avoir long terme, faut pas voir les concours au bout de 2 ans, faut voir court terme. Une semaine, un mois, un trimestre, ou alors une période entre 2 vacances. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Parce que sinon, si tu réfléchis à putain, je vais devoir travailler comme ça pendant 2 ans, c'est comme quand t'es au 2e kilomètre du marathon et que tu te dis il m'en reste 40. Non, c'est pas possible. Ouais. Faut se dire, ok, je fais 2 km. Ok, je fais 2 km. Ouais. Allez, 2 km en plus. Et il y a un tips aussi, alors je sais plus exactement, je crois que tu as une étude scientifique qui a démontré qu'une routine, ça mettait, je crois, à peu près 3 mois à se mettre en place. Ok. Et je trouve que c'est bien aussi, même, tu vois, quand on a tous connu ça aussi, quand tu commences un nouveau job, ensuite tu as un peu ce stress, etc. Et je trouve avoir ça en tête, tu te dis, mais en fait, c'est hyper banal ce qui se passe, tu vois, c'est d'une banalité sans nom, en fait. Tout le monde a ce sentiment un peu d'appréhension, de trucs où, ok, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses canaliser ça et le transformer en bonne énergie. Et on en reparle dans 3-4 mois. Si dans 3-4 mois, tu te sens encore aussi aussi apeuré et en appréhension face à la situation, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire. Mais les 2-3 premiers mois, c'est normal. Ça va tellement vite. Ensuite, tu vois, Victor Wembanyama parlait du fait... basketteur, le génie français au basket, il parlait du fait qu'ensuite il voyait le jeu se ralentir. Et je trouve que c'est un truc qu'on voit ensuite quand ça fait 3-4 mois que tu fais un nouveau travail, que tu es en prépa, etc. Tu vois un peu le rythme se ralentir. Tu vois, parce que tu es habitué, parce que ça y est, Exactement. Tu as pris la mesure. Au début, c'est comme un train qui passe, toi tu es à l'arrêt, tu pas bien. Et en fait, plus ça va, plus tu arrives à courir vite derrière, et plus en fait tu vas arriver à la même vitesse que ton objectif en fait. Ok, ouais. Et tu es aligné. Non, je suis d'accord. Et la routine, nous, on l'avance beaucoup en disant que c'est le super pouvoir en prépa. Une fois que tu as une routine calée, en fait, il y a plus rien qui peut te sortir du rail. Enfin, moi, c'était ma technique. C'était vraiment genre tous mes jours de la semaine étaient prévus à la minute près. Pas dans le sens où je savais exactement ce que j'allais faire à chaque minute. C'était plus par bloc. Je sais que de 7h à 8h, c'est le petit-déj et le réveil. De 8h à midi, c'est les cours. De telle heure à telle heure, c'est le déj. Une demi-heure de sieste. Enfin, tu vois, c'était calibré. Le vendredi, à partir de telle heure, j'avais le droit de regarder un film. Le samedi, c'était beuverie à partir de 18h30. Voilà. Donc, tout était calé. Oui, et ce que les gens oublient, c'est que tu dois aussi caler tes moments de fun, tes moments de pause dans ta routine. C'est pas que les moments de travail. Comme ça aussi, quand t'as une demi-heure de fun, bah tu les savoures à plein temps. Et tu sais qu'en plus, t'as bien travaillé avant, t'as pas le stress, tu vois. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis sur planifier à l'avance pour 2 raisons. La première, c'est que ça va t'enlever la charge mentale de choisir déjà. Donc, ok, tu t'y mets. En fait, tu suis ton planning, tu vois. T'as pas besoin de réfléchir. C'est ton assistant, tu vois. C'est comme s'il y avait un supérieur qui t'avait dit quoi faire. Ton supérieur, c'est ton toi d'il y a 2 jours. Mais... Ouais, c'est ça. Et après, la deuxième raison pour moi, et ça c'est hyper important de l'avoir, et je pense que je l'avais pas assez à l'époque, et au fur et à mesure, là je l'ai de plus en plus, mais pour d'autres objectifs, c'est avoir une vision un peu stratégique de son objectif. En fait, là je vais faire une comparaison avec le conseil, mais tu vois, souvent on dissocie la stratégie et l'opérationnel. Souvent on se dit, quand tu es le nez dans l'opérationnel, etc., à enchaîner les tâches au quotidien, t'as pas le temps de voir, de naviguer à vue et de voir où est-ce que le bateau va à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et attends, juste pour ceux qui regardent et qui sont un peu plus jeunes et qui n'ont pas encore la différence entre opérationnel et strat, opérationnel c'est vraiment faire les tâches et strat c'est prévoir les tâches. C'est comme ça que tu le résumerais. Ouais, exactement. De manière très dichotomique, c'est un peu schématique, mais on va dire que quand tu arrives avec tes stagiaires, que tu fais des cartons, c'est le opérationnel 100%, et en fait, si tu veux, tu prends aucune décision qui vont influencer structurellement une entreprise ou un projet ou une direction de projet.
alors que à l'opposé, le directeur de la boîte, bah, en fait, lui, il va faire que de la strat. Et il a jamais touché, il touche plus les cartons. Il touche plus les cartons, et lui, par contre, bon, ça va être quand même des décisions qui vont engendrer pas mal de pression, parce que ces décisions vont pouvoir donner la direction de l'entreprise à un horizon plus long terme. Et ça, c'est hyper important en fait de l'avoir en prépa. En soi, le projet, en fait, c'est quoi? C'est sa carrière. Et on peut le voir comme vraiment un projet à part entière. Et l'idée, c'est de se dire, quand je vais faire mon programme de la semaine, comment est-ce que je vais penser mon programme pour qu'ensuite, à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'au concours, ce programme, je vais le répéter. Je vais pas avoir le temps ensuite de trop l'ajuster, ou en tout cas de le changer tout le temps, et comment il va être efficace pour atteindre mes objectifs. Et souvent, le conseil que je donne à mon élève, c'est prends les coefficients des matières. C'est un truc que les profs détestent parce qu'ils ont l'impression que leur matière est pas importante. Prends les coefficients des matières. C'est un peu bête et méchant des concours. C'est une moyenne quand même. Mais tu travailles en proportion. Et tu travailles en proportion. Donc là, on a ouvert un Excel, on a fait des proportions, et comme ça te décharge la charge mentale et tu sais que tu vas quand même dans la bonne direction. Alors, ouais, je vois très bien. Sur le fait de planifier comme ça, de te mettre des règles, en fait, tout simplement, de te dire, ok, ça c'est ma méthode, peut-être qu'il y en a d'autres mieux, tout ça, mais juste déjà de se mettre un cadre, de se dire, ok, en fait, ça c'est mes règles, c'est ma méthodologie, et c'est comme ça que je vais appliquer et prévoir mon temps, et après je m'y applique. Et après, tu t'erres un petit peu, tu vois, tu te dis, ok, en fait, tu fais un bilan au bout d'un mois, bon, clairement, là, je suis à la bourre en maths, c'est que j'ai pas mis assez de temps, hop, tu réaugmentes les maths, tu diminues la physique, enfin, bref. Ouais, après, t'as un cadre, et ensuite tu l'ajustes, évidemment. L'idée, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, faut que je respecte à 1% les coefs, c'est pas ça. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir une vision long terme comme ça. Parce qu'après, le nez dans le guidon, on l'a tous fait, en prépa, t'as pas le temps, et t'as l'impression que t'es sous l'eau, etc. Et voilà, tu décharges ta charge mentale et tu suis ta direction. La direction que t'as, en tout cas, quand t'avais les idées claires avant, que t'as imaginé. Ok, donc là, on arrive à l'ESCP, du coup. Donc ESCP, top 3 école de commerce, donc machine, félicitations. Merci. Non, très content, franchement très content. En plus... je crois que de mémoire, j'étais peut-être le seul carré de ma classe qui était admissible jusqu'à HEC en tout cas. Et du coup, moi j'étais un peu fier, en tout cas, pas forcément fier de moi évidemment, mais surtout aussi d'avoir un peu respecté le pacte du directeur qui m'avait donné le dossier, de me dire, en fait, j'ai un peu respecté aussi l'engagement que lui a tenu à faire. Et du coup, j'arrive à l'ESCP. Et là, tu voulais parler d'un sujet en particulier, vraiment le gap, pas culturel, mais... Ouais, t'as senti un petit peu... Surtout au niveau des expériences professionnelles, quand on a commencé à chercher nos premiers stages. Ok, ouais, c'est là. Je me suis dit, en fait, là, moi, j'ai pas trop de stratégie de carrière, en fait, je crois. On m'a toujours dit, suite ta passion, donc je me suis dit, le cinéma. Et du coup, évidemment, tous ceux qui commencent à faire leur stage en audit... etc. Limite, je rigole, je suis en mode non, mais moi, je vais pas devenir un vendu comme ça. Tu vois, c'était un peu à l'inverse de Irina, c'est ça qui, elle, s'était dit, je vais faire du M&A. Moi, c'était non, mais je vais directement suivre ma passion. Mais j'avais pas forcément analysé plus que ça, en fait, ce qui allait potentiellement me plaire et me déplaire dans tel secteur. Comment vraiment ça allait se matérialiser au quotidien. Tu te laisses au fil de l'eau, tu viens d'arriver en école après 2 ans de prépa, tu kiffes, tu réfléchis pas à l'après, et moi aussi c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que tu arrives en école, mais ça c'est aussi très vrai en école d'ingé, et il y en a qui en fait tu te rends compte que depuis le lycée ils ont déjà chaque mois de leur vie jusqu'à la trentaine prévu, quoi. Enfin, en gros, ils savent quel stage faire en césure, quel stage faire en fin d'études, qui contacter, comment tu te procèdes pour un stage. Par exemple, tu vois, se dire... truc tout bête, mais je sais pas toi, mais les plateformes pour trouver des stages en école, elles servent à rien. Ou alors, c'est les stages nuls. Les bons stages, c'est du réseau, et quand on dit du réseau, c'est pas forcément... la mauvaise partie du réseau, c'est-à-dire vraiment profiter du réseau élitiste de tes parents ou quoi. Enfin, pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment plus juste savoir que contacter un mec sur LinkedIn et lui demander de s'appeler, c'est déjà un point réseau, et que ça, moi, je m'en suis rendu compte au bout du 3e stage, tu vois. C'est vrai que les compétences de réseautage, en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves qui avaient un conseiller de carrière depuis leur naissance, et c'était leurs parents. Ouais, leurs parents, ouais.
et qu'en fait, moi, j'étais un baby, Ouais. tu vois, sur ça. Ouais. Vraiment, j'étais un bébé et j'avais... Ouais, t'avais personne pour t'expliquer ouais, comment il fallait faire. souvent, moi, je prends C'est pareil. la métaphore de... en fait, t'es un peu sur un chemin, t'es en train de marcher dans l'ombre, tu vois pas 1 mètre. Mm. Et toi, bon, tu vois vite fait 1 ou 2 chemins, tu vois, et tu te Mm. dis, ah bah, parmi les 2 chemins, là, avec ma petite lampe torche, je vais Ouais. aller là. Et en fait, tu te rends pas compte qu'à côté de toi, Il y a un mec avec tous les non, mais lampadaires avec sur des la. spots, Il a l'autoroute. c'est des spots, il y a les directions, là c'est bien, là c'est pas bien, C'est ça. attention à la marche, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, faut faire ce travail de rattraper, en fait, quand même, grâce, on revient sur le sujet de l'information, Mm. mais de rattraper la connaissance des choix de carrière, en fait. Ouais. Comment le faire, quel chemin prendre ou non, essayer d'éviter certains écueils, mais ça, moi, je l'ai découvert au fur et à mesure de mes stages. Mais je pense que le plus tôt le mieux, en fait. Ouais. Alors attends, juste qu'on soit bien clair, on est d'accord que jusqu'à ton arrivée en école, en vrai, le gap culturel et tout, il a pas été. Il t'a pas tiré vers. Enfin, en tout cas, parce que là, moi, mon but, c'est aussi de montrer que pour arriver en école, Mm. on dit beaucoup qu'il faut un capital culturel, un capital financier et tout. Pour moi, pour arriver en école, il n'y a pas besoin de tout ça. Tu peux faire une prépa comme tu as fait, tu peux, sans avoir des très gros moyens, puisqu'il y a des bourses, même dans les plus grosses prépas les Ouais. plus chères, Stan, Ginette, tout ça. Mm. Le capital culturel, oui, certes, il y a les épreuves de culture G en école de commerce, mais est-ce que toi, tu as vraiment senti, ou alors le fait d'apprendre en prépa a suffi? Pour moi, en fait, le problème de reproduction sociale arrive plus tard, et c'est au moment, comme tu l'as dit, Ouais. vraiment de la carrière. Mm. Où là, même quand tu as réussi à faire prépa, à rentrer dans les grandes écoles et tout, c'est là où tu te rends compte, comme tu dis, que t'as pas eu un career advisor toute ta vie. Ouais. T'as pas eu en fait, tes parents savent pas plus que toi, quoi. Ouais. En fait, c'est là, je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il est le plus fort, en tout cas le décalage, mais c'est là où tu le découvres aux yeux de tout le monde. Ouais. Parce que tu parles à ton pote, ah mais tu m'as pas dit qu'il fallait faire ça. Du Ouais. coup, ah mais je savais pas qu'il fallait que je te le dise. Ouais, les choses Et que là, tu ne oh, sais bah. pas que tu ne sais pas. Ouais, exactement. Et ça, c'est un frein de fou. Ouais. Parce que si t'as pas connaissance du chemin, bah évidemment que tu vas pas prendre la décision de le prendre. Ouais. Mais est-ce que du coup, avant ça, t'as ressenti ou Ensuite, bah, j'ai toujours été conscient qu'il y avait quand même un certain décalage, tu vois. Quand j'étais au Ouais. collège-lycée, j'avais pas la doudoune Pyrénex, Ouais, le truc d'accord. un peu cool, etc. Mais je l'ai jamais, en tout cas, ressenti comme un fardeau, pas Ouais. du tout. Mais donc, ça m'a jamais empêché de prendre les bonnes décisions au bon moment, sachant que j'ai eu de la chance quand même d'être Ouais. aiguillé au bon moment quand même, grâce à des professeurs, etc. Ouais. Mais sinon, c'est là où je me suis dit, ok, moi je suis un peu un bébé, je vais chercher mon petit stage dans les médias ou sur un plateau de tournage. Ouais, parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, tu vois. Alors qu'en fait, non. En fait, alors la qu'en strat, fait, c'est faut faire le stage, le premier dans telle boîte qui va t'ouvrir les portes vers telle boîte. ouais, Et ensuite, le fait d'avoir ces 2 stages-là en césure vont pouvoir t'ouvrir les bons stages en médias en dernière ouais, année. Mais exactement. c'est pas en commençant direct avec les médias. Exactement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on le sait pas. Ah, on ne sait pas du tout, ouais. On ne sait pas du tout. Et moi, je me suis un peu cassé les dents sur cette industrie. Alors, j'ai gardé le cinéma comme passion. Franchement, je kiffe au Festival de Ouais. Cannes. J'y vais tous les ans. J'essaie d'y Trop aller. bien. Enfin, je me régale. Mais je me suis dit, tu vois, c'est une industrie. Je me suis rendu compte que c'était une industrie qui me convenait pas, dans laquelle travailler au quotidien. Parce que je retrouvais pas, par exemple, un travail à la fois assez analytique. Mm. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Mm. Et à la fois assez proche de la passion du cinéma, c'est-à-dire vraiment être proche de la création. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était hyper difficile de trouver un travail comme ça. Mm. Donc je me suis un peu au fur et à mesure, non, avant de m'orienter vers le luxe, je m'étais dit, bon, trouve un entre-deux, tu vas rester quand même dans les médias, la culture et le cinéma, mais tu veux faire un peu plus d'argent et faire un taf un peu plus shark, je vais rentrer dans le conseil dans une practice média et culture. Ok. Ça, c'était en fin d'études. Donc, petit éveil quand même de ok, faudrait peut-être qu'à un moment je fasse un gros stage. Et donc, je rentre chez Bearing Point dans la practice média culture. Et là, je me rends compte que j'avais pas réfléchi de la bonne façon. C'est-à-dire que j'avais réfléchi à l'envers. Je m'étais dit, bah, en fait, le secteur hyper important, ce que je m'étais pas dit, quelle typologie de mission. Ouais. Et ça, bah, en fait, la typologie de mission, c'est ce que tu vas faire au quotidien. C'est-à-dire que si tu fais une mission, donc, effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément experts des différents types de conseils, de manière schématique, tu as d'un côté le conseil
en transformation digitale et management, et de l'autre côté, le conseil en stratégie. Et le conseil en transformation digitale, et ça c'était une bonne partie des missions que proposait Bearing Point, c'est typiquement un acteur de tel secteur veut remplacer son logiciel qui fait énormément de choses, et il vient te voir et tu vas l'accompagner pendant des mois sur le remplacement du logiciel et la mise en place auprès des équipes. Mais en fait là, donc je travaillais avec une entreprise certes du secteur dans lequel que j'aimais, mais en fait... Mais tu aurais pu le faire pour une entreprise qui vend du blé, ça aurait été pareil. Exactement, voilà. C'est-à-dire exactement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, mais vraiment, là je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Grosse remise en question. Et du coup, je sors là où énormément de personnes de l'ESCP sortaient de leur stage de fin d'études comme un tremplin vers le CDI. Tu vois. Moi, je sors et je me dis, mais je viens de faire 3 stages où je me dis, c'est intéressant parce que je me dis, bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais au bout d'un moment, ça va. Voilà. Et j'en venais aussi, tu vois, à perdre un peu de confiance en moi en me disant, mais est-ce que c'est pas moi le problème, tu vois. En fait, ensuite, j'ai fait un bon travail et là, j'ai été bien accompagné par le Career Center de l'ESCP. Et qui a su me pousser à me poser des bonnes questions. Et tu vois, dans quoi toi t'es bon, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même un travail assez analytique. Je veux quand même rester dans un écosystème plutôt créatif, ou en tout cas aider à monter des projets qui sont un peu plutôt créatifs. Et c'est là où j'ai décidé ensuite de postuler à l'Institut français de la mode. Au départ, avec la volonté d'aller vers un travail un peu plus analytique, du genre business analyst ou dans le merchandising. Et finalement, là, je commence ma carrière dans le conseil pour avoir un aspect un peu transverse. Cette fois-ci, avec moins de missions de transformation digitale, parce que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément apprécié, avec un aspect un peu plus stratégie et marketing. Et j'adore, franchement. Et c'est pour ça que là, la typologie de conseil est quand même hyper... vraiment déterminer ce qu'on fait au quotidien. Et si on va aimer le travail ou pas. Ok. Si je réfléchis à ce que tu viens de dire, alors déjà moi aussi j'ai fait 3 stages et 3 fois, alors non, le stage de fin d'études c'était cool mais ça recrutait pas en CDI à la fin. Mais ce qui est dommage dans toute cette histoire, donc on l'a dit, il y en a qui savent très bien parce qu'ils ont papa ou maman à la maison qui explique étape par étape comment il faut faire, à quel moment il faut postuler à quoi, quelles sont les bonnes boîtes, c'est quoi la start-up qui est en devenir et qu'un tel lui a parlé. Bref, il y en a qui savent parce qu'ils ont des conseillers à la maison disponibles tout le temps, et il y a ceux qui savent pas. Donc moi j'étais dans le même cas que toi, mes parents ils sont pas non plus paysans, tu vois, j'ai rien contre les paysans, mais ils sont pas du tout non plus à des années-lumière du truc. Tu vas avoir tout avec la fourche et tout, attention. Ils sont pas du tout à des années-lumière du truc, mais ma maman elle est infirmière et mon papa il avait une agence immobilière. Mon papa qui est rôtissier maintenant, il a gros shift. Et du coup, je pouvais pas leur demander des conseils. Et du coup, dans ce cas-là, tu te sens un peu seul, ou alors tu te rends même pas compte que tu vas pas dans la bonne direction. Ce qui est débile, parce qu'il y a des gens très proches de toi qui sont capables de donner des conseils. C'est les gens de l'année au-dessus. Et ça, on n'y pense pas du tout assez. Que ce soit en prépa, donc t'es en prépa, tu sais pas comment bosser, tu demandes aux gens de l'année au-dessus, ils vont te donner plein de tips. T'es en école, tu demandes aux gens de l'année au-dessus, c'est quoi les trucs à savoir pour les stages, ils vont te donner plein de tips. Et ça, c'est un réflexe que j'avais pas du tout. Alors que c'est des gens qui sont à portée de main. Parfois c'était super bons potes. Moi aux mines, il y avait plein de gars de la promo de dessus avec qui je m'entendais trop bien et qui étaient super smart et qui faisaient les bons stages. Et j'ai jamais pensé à leur demander en fait ce qu'il fallait faire. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas du tout inaccessible. Quand on a l'impression qu'il y a des gens qui sont profilés pour ça depuis tout petit, en fait c'est juste ils ont eu accès un peu avant toi. Enfin, ils ont eu accès avant toi à l'information et à la connaissance, mais toi, tu y as accès aussi bien sûr. Au moment où c'est important, c'est-à-dire en école. Ouais, exactement. Et en fait, effectivement, tu te rends pas compte, tu vois, si je reprends ma métaphore, t'es avec la lampe torche, tu te rends pas compte qu'en fait, t'as un micro, et tu peux dire, les gens qui sont à 3 km là, c'est quoi le bon chemin en fait? Et là, tu te rends pas compte. Ils viennent tous t'allumer le chemin, voilà, c'est exactement ça. Il faut juste se dire, ok, il faut que je fasse la démarche et... il faut surtout pas qu'en fait que je sois tunnalisé par l'information que j'ai à un instant T. Il faut vraiment que souvent en école on dit oui, il faut appeler beaucoup de personnes, etc. Mais ça c'est hyper important parce qu'en fait quand tu appelles des personnes qui donnent des retours d'expérience, ça allume des trajectoires de carrière dont tu n'avais pas connaissance. Ouais, complètement. Et ça les allume comme ça. Et ça aussi c'est du réseautage en vrai. Ouais, exactement. Les gens pensent au réseau uniquement le réseau de papa ou le réseau de maman. En fait non, même au lycée, tu sais pas quoi faire.
tu sais pas quelle est la voie vers laquelle t'orienter, tu demandes Ouais. aux gens au-dessus. Tu demandes, toi, tu vas faire quoi à la fin du lycée? Enfin, tu demandes aux gens aussi à qui c'est pertinent de demander. Tu vas demander au mec bon ou au mec qui t'inspire ou à la personne enfin, voilà, qui te ressemble aussi. Si tu demandes au gros matheux de la classe alors que toi t'aimes l'histoire géo, tu vas pas, enfin, c'est pas très pertinent. Oui. Mais du coup, ou même tes profs, ou même Ouais. peut-être pas le conseiller d'orientation parce qu'en général c'est toujours le plus nul pour conseiller. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais Ouais, bah c'est vrai que parfois c'est un peu cata. voilà, non, Ouais. mais voilà, mais du coup, Conseil d'orientation France Travail, cata aussi, attention. Pour avoir fait un peu de France Travail, c'est très très difficile. Hein. Ils voulaient ouais. me refaire faire mon CV, etc. J'étais en mode, je touche pas mon CV. Donc voilà. Bon, l'histoire, même quand on a le SCP, on peut passer par France Travail. Ah ouais, non mais c'était un sketch. Mais bon, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Et du coup, on parlait des parents qui Ouais. sont les conseillers. Mm. T'as une anecdote trop Ah marrante ouais, non, sur mais- tes parents. Ouais. Non mais quand on dit, faut faire attention aussi. En fait, faut être conscient du niveau d'information qu'on a. Ouais. Et de manière très transparente, tu vois. Si et à un moment, il faut qu'on se dise, tu fais un diagnostic en terminale. Bon, est-ce que mes parents sont de bons conseils ou pas? Ouais. Mais Ils étaient peut-être des bons conseils jusqu'à la terminale et puis ouais, après. c'est ça, pour traverser la rue, ça peut être de très bons conseils. Par contre, s'ils ont connu un marché de l'emploi qui est totalement différent Ouais. en termes de structure, enfin, en fait, parfois Oui. les conseils tombent totalement à l'eau. Ouais. Et l'anecdote que j'ai là-dessus, c'est du coup, quand je galérais pour trouver ma deuxième partie de césure, parce que je voulais la faire sur un plateau de tournage en tant qu'assistant de prod. Donc il y a 2 ou 3 mois où bon, je galérais un peu. Bon, mon père déjà qui commence à me dire ouais, tu devrais faire de l'intérim en attendant, etc. C'est en mode et en fait là, ça se trouve demain j'ai un stage et je dois commencer et en plus en vrai ça me prend quand même pas mal de temps de chercher. Ben ouais. Euh, et franchement là j'avais pas que ça à faire. Et surtout ma mère qui me dit elle m'envoie un premier mail, elle me dit ouais j'ai vu cet article comme quoi en fait pour travailler à la NASA. Pour devenir astronaute, finalement, il faut pas tellement d'études que ça, etc. Tu veux pas faire ça? Et moi, j'ouvre son mail. Tu sais, je cherche depuis 2 mois dans le cinéma et je me dis, mais ça ne m'est d'aucune utilité, quoi. C'est pas possible. Donc, en vrai, c'est marrant, mais tu sais, je lui réponds c'est hyper gentil. Tu Oui, vois, oui, non, mais mais juste, on peut genre, pas le être truc, c'est plus à inversé. côté, quoi. C'est plus l'enfant qui veut devenir astronaute, c'est la maman qui envoie l'offre pour être astronaute. C'est genre, fou. Non, mais alors peut-être que dans l'espace, ils font des films, mais on est très loin quand même. Et donc je lui dis non, t'es quand même à côté de la plaque, mais en rigolant. Et je crois une semaine plus tard, elle m'envoie une formation pour devenir chauffeur Uber. Et en mode qui était dispensée par ma ville. Et qui me dit ouais, tu devrais peut-être aller faire un tour. Et vraiment, je me suis dit, mais bon, c'est là où vraiment je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas, en tout cas, partir de ce socle quand même de conseils Ouais. pour construire ma carrière en fait. Ouais, parce que passer, enfin, selon d'où tu viens et ce que tu fais, en vrai, les parents, ils peuvent ne plus du tout comprendre ce que tu fais. Enfin, moi, typiquement, dès que je rentre chez moi à Marseille, quand je dois expliquer mon taf là actuel, Ouais. j'ai la flemme. J'ai la flemme parce que je saurais pas le décrire, tu vois. Il y a Oui. plein de tâches, il y a plein de trucs très différents. Et les parents, ils peuvent être d'une époque où, en fait, un taf, c'était un Oui. taf. Genre, tu fais une tâche, tu fais un truc en particulier. Ouais. Et c'est trop compliqué d'expliquer qu'aujourd'hui, bah, tu peux travailler depuis ton ordi à la maison parce que de toute façon, ce que tu dois faire, c'est de l'Excel pour faire des projections de business plan et tout. Enfin, Ouais. Voilà. Non mais oui, enfin totalement, tu vois. Ce que tu racontes, moi je l'ai aussi vécu quand tu arrives un peu au dîner de Noël et qu'en fait, tu vois, bon, moi mes cousins ils font des tafs très concrets, tu vois, Ouais. genre moniteur d'auto-école et CPE. Ouais. Et Donc ça c'est- du coup, ouais, bah, c'est ça facile à parle à expliquer. tout le monde, tu vois, Ouais. enfin c'est un truc très concret. Et moi quand j'explique un peu mon travail, c'est en fait très vite, c'est le constat c'est ah bon tu travailles quoi. Ouais, Ouais. Oh, on sert le plat. C'est Ouais, ça, c'est ouais. bien, il fait de l'argent quoi. C'est ça. Donc c'est un peu nébuleux. Donc ouais, t'as ça. Et après, je pense aussi, tu vois, j'ai un autre exemple aussi, mais moi quand j'ai décidé de changer un peu de secteur au dernier moment, à la fin de mon stage de fin d'études, tu vois, mon père a pas trop compris. Il m'a dit, ouais, mais en gros, pourquoi tu décides de faire ça? En plus, t'as fait assez d'études. Maintenant, il est temps de travailler, tu vois. Et je trouve que t'as ce rapport au travail, tu vois, parfois, notamment quand tes parents n'ont pas travaillé dans le tertiaire, Mm. euh,
ou en tout cas dans vraiment un travail de bureau, Ouais. ok, à un moment, c'est bien de faire des études, mais il faut commencer à se construire de l'expérience. Ouais. Sauf que quand tu regardes énormément d'études, bah, c'est les années d'études que tu vas faire vont être vraiment un tremplin pour la suite de ta carrière, tu vois. Ouais, Et, c'est pas linéaire une carrière en gros, ouais, c'est pas au plus tôt tu commences, au plus loin tu c'est finis, pas ça. parfois tu peux prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour commencer, mais après ça Ouais. va super vite quoi. Et Pour là, ceux qui sont en ouais. prépa, vous êtes censé savoir ce que c'est une exponentielle. Donc voilà, ça fait la carrière c'est exponentielle. Ouais, attention à pas faire une logarithmique parce que Ouais, là voilà. c'est pas le bon signe. Non. Mais tu vois, à ce moment-là, heureusement que j'ai eu confiance en moi pour me dire non, en vrai, enfin, je comprends ton urgence Ouais. et toi le sentiment de peur que tu as parce que peut-être que ta génération aussi, elle était habituée à avoir Ouais. ce fameux filet de sécurité, tu vois. Ouais. Ouais, non, faut pas quitter un emploi, pourquoi? Et en fait, moi je me suis dit non parce que je sens que j'ai besoin de faire ce truc en plus et de recapitaliser sur certaines choses. Et finalement, tu vois, là, je retombe bien sur mes pattes. Et Ouais, ça se tu passe fais très un truc bien. que t'aimes. Et ça se passe très bien. Et je peux aussi capitaliser sur des expériences qui sont très valorisables. Ouais. Et puis en plus, que le Master Spé que j'ai fait en parallèle à l'Institut français de la mode, il m'a énormément apporté, du point de vue personnel comme du point de vue professionnel, vu que j'ai fait en alternance avec Hermès. Enfin, c'était une super expérience. Mais effectivement, expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait d'études qu'en fait, tu en as fait 5, c'est plus bac plus 5, bac plus 6, et en fait, tu vas faire 1 an et demi de plus. Mm. Pour en fait au final lui il va regarder la fiche ta fiche de paye, il va dire oui mais ça a servi à quoi, ouais mais en fait si Ouais. ça sert. Non mais je sais pas si t'avais regardé le premier podcast qu'on avait fait avec Ibra. Et lui aussi avait eu un peu une discussion pareille avec son père, puisque au bout de 2 ans de prépa, il a aucun concours. Donc déjà, quand il a expliqué qu'il voulait faire prépa, il lui a dit mais c'est quoi ces études? Tu vas peut-être faire 2 ans et rien avoir à la fin, Ouais. il te faut un diplôme. Il décide de cuber, son père lui fait la gueule, parce qu'il lui dit mais non t'as raté, maintenant C'est fou. tu vas au Non, mais travail. c'est fou, alors que c'est courageux de fou, Bah tu oui, vois. ouais. Et c'est juste qu'en fait, c'est 2 mondes complètement différents. Et c'est pour ça que c'est important qu'on rappelle que ça arrive, qu'il y ait des cas comme toi ou comme Ibra, où même les parents comprennent plus rien, parce que pour la plupart des élèves en France au lycée, leur point de référence ça va être leurs parents. Et j'imagine que 90% des enfants, enfin des terminales, à qui le papa ou la maman dit non tu feras pas ça, Ouais. ils vont pas le faire. Et du coup Ouais. il faut avoir cette confiance comme vous avez eu, il faut avoir un peu ce truc de se dire non c'est ça qu'il faut que je fasse pour que les élèves brillants perdus en France viennent aussi faire une prépa, et qu'on dise plus que ça soit que les enfants parisiens, enfin ou une reproduction sociale. C'est juste que les parents savent comment ça fonctionne, et ils savent que c'est une très bonne voie. Et donc le papa d'Ibra, quand il a appris qu'il voulait cuber, il lui a fait la gueule. Parce qu'il comprenait pas, parce qu'il lui disait mais non, en fait maintenant il est temps de travailler, tout ça. Ouais. Donc un peu comme toi. Et ça m'amène à un deuxième sujet. Nous, je trouve notre génération, on a une chance, c'est qu'on valorise beaucoup plus. C'est peut-être aussi parce qu'on a la chance de pouvoir le faire, mais on valorise beaucoup plus aussi à quel point on est bien dans notre taf. C'est pas le cas de tout le monde, parce que selon tes moyens et tout, tu peux pas trop te le permettre. Mais je trouve que c'est cool, surtout nous dans nos écoles d'ingé et de commerce, là où en soi on pourrait faire les métiers affreux, où t'es beaucoup payé mais t'as plus de vie, Ouais. ou voilà. Je trouve qu'il y a de plus en plus de sensibilisation aux élèves qui disent non, je veux faire un truc que j'aime, quitte à gagner moins, mais... Ouais, je suis d'accord. Bah, typiquement, moi, quand j'ai décidé de rebifurquer vers le conseil, je me suis dit, ok, je veux quand même un cabinet qui me permet d'avoir un équilibre vie perso, assez important. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur les parents, alors moi, je veux pas du tout culpabiliser les parents de qui que ce soit, parce qu'en fait, souvent, ça part d'un bon sentiment. En plus, c'est ça le pire. T'as raison de le préciser, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut dire. On n'est pas en train de décrédibiliser les parents, c'est juste pour dire, en fait, ils savent pas. Ouais. Ils savent pas, et ils se font du souci pour leur enfant. Ils veulent qu'ils s'assurent un salaire vite, et pour pouvoir survivre, entre guillemets, quoi. Ouais, tu vois, ils sont vraiment convaincus. C'est-à-dire que tu prends encore, on va dire, la métaphore, et il la file tout le long du podcast, mais c'est-à-dire que ton père, il est à côté de toi, il voit les autres chemins. C'est lui qui t'a allumé déjà les 2 premiers chemins, il te dit, et quand tu dis non, je vais pas prendre ton chemin, limite, c'est un coup d'ego, tu vois. Ouais. Il te dit, bah pourquoi? C'est lui qui tient la lampe. Depuis 18 ans, c'est moi qui t'ai élevé. C'est ça. Et du coup, je pense que le travail à faire, c'est aussi de peut-être les sensibiliser grâce à des sources externes, tu vois, par exemple en envoyant des podcasts, C'est vrai que on pourrait viser les parents, t'as raison. Parce que je trouve qu'il y a un aspect quand même d'éducation ou de montée en compétence sur ces aspects-là, pour leur dire, bah en fait, vous voyez, vous savez pas, mais c'est le bon chemin. Et en fait, si tu arrives à les convaincre de ça quand même, par exemple, typiquement, si demain tu me dis je veux faire une carrière dans le M&A,
Bah en fait, faut convaincre ton père que si t'as pas une école, une top école, ça va être très difficile, voire impossible. Ouais. Et en fait, ça passe par juste, par exemple, des fiches de poste. Il suffit juste de leur montrer. Parce que tu vois, Irina, elle expliquait que sa mère avait pas compris pourquoi elle voulait absolument HEC. Bah en fait, si, encore une fois, la prépa c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Si ton objectif c'est de faire du M&A, bah là, évidemment que le chemin c'est par exemple d'avoir une top école ou de QB pour avoir une top école. Et c'est le seul chemin possible. Et après, évidemment, ça dépend des objectifs et des personnes. Mais faire ce travail, je trouve, de pédagogie avec ses parents, soi-même et aussi en montrant parfois des sources externes, parce que parfois ça peut aussi aider quand même pour légitimer ce qu'on raconte, je pense que c'est important. Ah, mais t'as raison. Peut-être qu'on devrait viser les parents aussi, Ouais, pas seulement les élèves. ouais. Mais peut-être, tu vois, faire On un envoie des podcast mails comme avec, ça. avec peut-être la mère ou le père à côté et avoir aussi le point de vue des parents, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi vous avez pas envoyé votre fils en prépa? Non, mais, ou non, je mais peux tu pas, vois, dans le micro. d'avoir le retour, parce que moi j'ai trouvé notamment ce qui manquait dans le documentaire Arte, c'était. HEC admis sans les codes. Ouais, moi ce qui m'a hyper intéressé, c'est limite les 30 premières secondes. C'est, je sais plus comment s'appelle la fille, mais quand elle dit. Ma mère, quand je lui ai dit les frais d'inscription d'HEC, elle a cru que c'était une arnaque. Ouais. Et en fait, moi, j'ai envie d'avoir le contraste et de voir les parents, parce que souvent, c'est ça la racine aussi, parfois du décalage que tu as, ou en tout cas d'une partie du retard. J'ai envie de voir aussi les parents, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensaient avant, ce qu'ils pensent ensuite du parcours, et comment eux aussi ont découvert un autre univers. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais. Et ça, ce contraste, il n'était pas assez présent, je trouvais, on ne donnait pas assez la parole aux parents dans le documentaire. Ouais. Mais tu vois, ça peut être une nouvelle idée. Hein. C'était grave. Je trouve que c'est. Après, tu peux faire un format table ronde aussi. Hein. Ouais, non mais. Et un truc qu'on a oublié de dire, mais vu que tout le monde pense tout le temps que. Enfin, là, vu que tu viens d'en parler, et en plus, je crois que ça a fait. C'est ressorti récemment sur les réseaux que HEC avait doublé de prix en 10 ans. Mais c'est important de rappeler que si t'as pas les moyens, tu peux quand même faire ces écoles parce qu'il y a des bourses. Toi, t'as fait le SCP avec une bourse. Moi, j'ai eu la chance, en plus de faire le SCP, qui est, je pense, l'école la plus avantageuse en termes de bourse. C'est-à-dire que moi, j'ai rien payé. J'ai payé, je crois, les frais de dossier. Que tu sais payes d'ailleurs 200 balles ou 300 balles, un truc comme ça. Ouais, bon, un peu plus, mais c'était 700 ou 800, je crois. Ok. Bon, c'est risible par rapport aux frais de scolarité. Ouais. Et effectivement, moi, ça n'a pas du tout été une contrainte. Et après, je sais qu'il y a aussi d'autres façons de se financer. Mais effectivement, ça ne doit pas être une contrainte et ça ne doit pas forcément faire peur. On voit effectivement tous les articles de les frais de scolarité explosent, etc. Mais en fait, la plupart du temps, quand tu regardes quand même les trajectoires de carrière, t'es largement dans le bénéfice. En plus, on est encore très très loin quand même des prix des États-Unis. Donc à ce niveau-là. Après, je pense qu'il y a quand même aussi une réflexion à se faire. C'est-à-dire que si demain tu veux me dire, ton objectif par exemple, c'est de faire un métier qui ne nécessite pas du tout de faire une top école et de payer 60 000 € ton école, en fait, c'est peut-être une autre réflexion à avoir, quoi. Moi, je parlais avec une amie à moi qui me disait, là, elle travaille pour une boîte de podcast et elle me disait, moi, j'ai pas l'impression qu'en fait, tous mes collègues autour de moi n'ont pas fait de grande école et j'ai l'impression que je me suis endetté et que j'arrive pas en plus à rembourser mon prêt parce qu'en fait, j'ai pas un salaire comme dans le conseil ou en finance. Et du coup, elle questionnait aussi son choix de faire une grande école pour ça. Mais c'est pour ça que quand je dis la prépa, c'est un moyen, et de la même manière, l'école, c'est un moyen pour aller vers un job, c'est hyper important, je trouve, d'avoir cette vision, encore une fois, stratégique et son objectif vraiment à long terme, et de penser toute sa réflexion un peu comme un rétro-planning de l'école, de l'école qu'on va avoir, du montant qu'on veut allouer à l'école, et de ce que l'école va nous permettre de faire ou pas. Mais ça, encore une fois, moi je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que c'est incroyable parce que ça te permet surtout d'avoir toutes les portes ouvertes et surtout de fermer les portes que tu veux. Et souvent en plus de pouvoir les réouvrir à n'importe quel moment de ta carrière. Et ça, je trouve que c'est difficilement explicable tant que tu l'as pas vécu. On se dit le réseau, LinkedIn, machin. Mais en fait, très concrètement, là quand j'ai décidé de repostuler au cabinet,
bah, en fait, j'avais 2 à 3 relations LinkedIn de personnes de ma promo qui étaient dans chaque cabinet, qui pouvaient me parrainer, me donner les bons conseils, etc. Et là, on revient à l'accès à l'information, tu vois, et c'est hyper important. Ouais. Bon, morale de l'histoire. Pour entrer dans une grande école, pour réussir en prépa et rentrer dans une grande école, il y a quand même une grosse part de ténacité. Ton entrée en prépa l'a bien montré. Moi, je reste persuadé qu'il y a plein d'élèves partout en France qui sont très forts et qui juste osent pas. Toi, t'as osé et t'as bien fait. T'as pas besoin d'être richissime, t'as pas besoin d'avoir un capital culturel de fou. On l'a vu, tes parents, ils étaient pas de ce monde-là et ils le comprennent peut-être toujours pas. Et pourtant, tu y es et on y est. Et voilà. Et là où ça va se faire la différence, ça va être encore après sur la carrière. Mais encore une fois, c'est pas du tout quelque chose qui est impossible à battre. Il suffit de savoir comment faire et on est là pour ça. Donc utiliser les ressources qui sont près de toi, les gens de la classe au-dessus, tes professeurs, un mentor, un cousin, un papa, enfin voilà. Et donc voilà. Totalement d'accord, totalement d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit effectivement, ça va forcer le destin, tu vois. Faut croire en soi, ça commence par là. Et avoir une très grosse lampe torche pour voir tous les chemins. Ou alors demander aux autres de t'aider avec les lampes torches. Franchement, il y a plein de moyens d'avoir les chemins et il faut vraiment oser, tu vois. Et on revient à oser à chaque fois. Et c'est pas parce que vos parents vous disent non que c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc il faut se renseigner, il faut demander. Tu sais, le fameux tu comprendras quand tu seras grand, bah en fait, oui, mais c'est pas valable pour tout. Et les parents aussi peuvent être de très bons conseils pour certaines choses et pas forcément pour d'autres. Et c'est pas grave parce que personne n'est parfait. Et que le monde change et que. Voilà. Et surtout qu'en plus, et après je finis parce que là j'argumente sur ta conclusion, mais sur le fait que même s'ils savent pas en fait les parents sûrement apportent plein d'autres choses que d'autres parents n'apportent pas. Et ce qui va aussi permettre d'être singulier. D'ailleurs, on l'a vu dans le documentaire avec le mec qui était fromager, tu vois. Donc, Trop cool. Merci Sacha, merci d'être venu, et c'était un plaisir. Et pour ceux qui se demandent, Strauss n'est pas décédé, il est juste à New York en ce moment même, donc on lui fait des gros bisous, et on espère qu'il sera là au prochain podcast.